C'est peut-être le fait que je sois pas dans euh, mon environnement d'habitude, parce que je fais pas beaucoup d'interventions, mais j'en fais quelques-unes quand même. Là, je ne sais plus comment on ouvre sur le PDF en entier la page, tu vois. Pour pas que tout ça, Ouais. c'est ça. Logiquement, c'est en haut. Quand tu montes complètement, ouais, là, t'as le petit truc vert. Ou affichage. Ah non, bah ça, affichage, c'est mode plein écran. Mode plein écran. Ouais. C'est bon. Bonjour. Euh, je m'appelle Iri Berkleid. Je suis artiste plasticienne et ce qui, moi, m'intéresse aujourd'hui, déjà, je voudrais vous remercier pour l'invitation, remercier Maria et Nathalie pour avoir organisé cette journée. Le travail que moi je fais, c'est-à-dire qu'à partir de la même matière, on va travailler un peu sur les images, je vais vous parler un peu des imaginaires et de comment j'en suis venue à travailler avec cette matière. Euh, Ce qui est très intéressant, c'est de parler aussi, que vous ayez entendu la présentation de Vivien. Donc ça, c'est très original parce que d'habitude, moi, on m'invite pour des artistes talk où je parle de mon travail. Et il y a tellement de niveaux et de dimensions qui m'ont amené à travailler avec cette matière, dont je vais vous parler certaines et qui sont du coup des dimensions aussi qui sont assez personnelles, parce que euh, il faut de la motivation pour faire de l'art, mais pour en faire son métier. Donc, c'est des motivations qui sont souvent très profondes et très personnelles, ancrées dans une histoire personnelle, biographique. On va dire qu'il y a un niveau de couche, de dimension qui est tellement énorme, qui m'a accompagnée depuis que je travaille avec ce matériau. Et donc, c'est assez extraordinaire d'avoir eu Vivien aussi qui a parlé avant et qui est revenu dans la salle. Et donc, qui a pu parler de plein de petites choses d'un autre point de vue, qui sont aussi des sources d'inspiration pour moi, qui sont aussi devenues des sources d'inspiration, puisque cette matière est devenue maintenant, depuis 7 ans, ma principale contrainte de création et ma principale source d'inspiration. Et je vais vous dire un petit peu comment j'en suis venue à travailler avec ça. Je vais essayer d'enlever ça de mon écran. Attends, c'est pas grave. Euh, voilà, dans un premier temps, je vais vous raconter mon parcours. Et ensuite, je voudrais vous parler un petit peu d'une ouverture vers la recherche. Alors moi, je suis pas chercheuse, je suis artiste plasticienne, mais j'ai des petites intentions qui commencent à naître en moi, voilà, parce que il y a tellement de champs qui s'ouvrent, il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de choses qui sont difficiles à raconter aussi en France. On en parlait tout à l'heure, des choses qui sont à découvrir et qui sont pas très diffusées encore aujourd'hui sur ce que ça apporte comme dimension de travailler avec cette matière, que peut-être, voilà, il y a cette idée de vouloir parler de la sculpture autrement, de vouloir parler de l'art autrement. Dans une deuxième partie, je vous exposerai un peu comment est-ce que j'imagine une potentielle recherche donc, sur des questions philosophiques et esthétiques, et comment essayer de penser justement la place de la technologie dans tout ce qui est l'univers du bioart. Je ne sais pas si vous connaissez l'univers du bioart. Euh, c'est un univers qui mélange les biotechnologies et le monde du vivant, dont les productions principales sont des œuvres qu'on appelle métaboliques, donc qui ont une fonction métabolique où il y a de la matière vivante qui se métabolise. Et donc dans cet univers-là, il y a plusieurs familles qui émergent. Et donc moi j'aimerais essayer de comprendre et de parler du positionnement d'une famille qui pourrait s'appeler le grown art.
ou qui, voilà, qui parle de la croissance et de l'idée de croissance et de la philosophie de croissance comme motivation, voilà, de création. Et qu'est-ce que ça pourrait apporter comme esthétique et surtout quel lien avec les technologies quand on voit des sculptures aujourd'hui, voilà, quel type d'esthétique post-anthropocentrique, c'est un mot très à la mode, très galvaudé. Moi, je vais essayer de pas utiliser trop de mots techniques de la recherche parce que je suis pas encore dedans, donc j'ai pas envie de me planter. Il y a trop de chercheurs autour de moi. Donc, euh, donc, je vais rester assez simple, mais je vais vous ouvrir un petit peu mon cheminement de pensée. Puis comme ça, vous allez peut-être m'aider à trouver aussi des champs qui seront intéressants. Et donc, principalement aussi, on va parler du champ relationnel de cette matière, qui est un peu le fondement le plus intéressant de ce qui se passe quand on doit cultiver des œuvres d'art, en fait. Parce que finalement, ça revient à ça, le grown art, le grown art, alors ça sonne encore mieux en anglais pour plusieurs raisons, mais c'est, enfin, justement, il faudrait trouver un équivalent, mais c'est l'idée de cultiver les œuvres. Donc, exactement la même manière que l'idée, où est-ce que ça amène l'idée de cultiver des objets, donc utilitaires, et bien la question de cultiver son art, à quoi ça mène? Et on va voir que ça mène à des champs relationnels vraiment très intéressants et expansifs. Voilà. Euh, je vais vous faire rentrer dans mon univers par plusieurs voies. D'abord, je vais vous faire une petite introduction parce que je sais que c'est important pour les gens de replacer d'où ça vient. Parce qu'après, au fur et à mesure, j'ai théorisé pas mal aussi mon art pour le présenter parce que aussi c'était nouveau, donc c'était compliqué. Enfin, c'est pas comme un peintre qui arrive et on a déjà les codes pour lire la peinture. Quand moi je suis arrivée en France et que j'ai commencé à faire ça, c'était dans les années 2020, donc au moment du Covid, j'avais reçu une bourse pour aller aux États-Unis pour faire un master à la School of Visual Arts à New York. Et à l'époque, en fait, j'avais déjà plusieurs formations. J'avais une formation en droit qu'on m'a imposée dans ma famille, que je voulais absolument pas faire. Je voulais être artiste depuis absolument toujours. J'avais c'est pas une passion, c'est une vocation, c'est quelque chose voilà. Et après, il faut se démerder avec la vie pour essayer de faire en sorte que ça advienne, quoi. Mais c'est pour tout le monde un peu pareil. Mais en tout cas, moi, c'était mon projet de vie. Enfin, en tout cas, je le savais pas. J'étais très perdue tant que j'ai pas mis ça en place. Mais bon, voilà. Donc, j'ai une licence de droit. Après, j'ai une licence de droit international. J'ai travaillé dans les conflits parce que je m'ennuyais beaucoup trop dans le droit. Je savais que j'allais pas devenir avocate. Donc, j'ai essayé d'aller un peu dans les organisations internationales et puis de m'intéresser euh, eh bien, à la médiation, donc aux émotions pures. Comment est-ce que ça, voilà, les conflits, c'est quelque chose qui habite énormément mon travail aussi, et qui fait partie d'une histoire personnelle aussi voilà, de transmission. Vous allez voir, il y a beaucoup enfin, euh, bon, c'est une thématique qui habite mon travail parce que c'est cette idée aussi enfin, d'émotions très très intenses qui vont venir modifier l'expression des gènes. Donc c'est une science après nouvelle qui s'appelle l'épigénétique et qui me parlait, qui m'intéressait beaucoup parce que je constatais que il y avait beaucoup de choses dans ma famille qui ne se racontaient pas et enfin qui se racontaient par autre chose que par la parole, mais par le corps. Et donc c'est un peu aussi évidemment très lié à cette idée de vouloir travailler sur quelque chose avec des matières très organiques et donc de m'intéresser aussi au caractère de la matière organique, c'est-à-dire la mémoire des cellules, la mémoire des formes et la plasticité et la réponse, la capacité j'ai parfois des mots qui me viennent en anglais, responsiveness, parce que comme je vous le disais, pardon, j'ai fait une digression, ça a souvent avec c'est ma manière de penser. Euh, Avant d'arriver à la School of Visual Arts, j'ai essayé voilà, d'orienter vers des choses qui m'intéressaient, ce que j'avais comme background, donc le droit, vers le droit international, vers les conflits internationaux pour essayer de comprendre comment on en arrive à des situations tragiques comme celles qui sont revenues actuellement. Donc ça, moi, c'était bien avant que la situation s'envenime comme aujourd'hui. Donc il y a une dimension aussi assez politique, enfin, parce que dans ce que je fais et de par ces études-là aussi qui m'ont un peu fait découvrir les structures de pouvoir à une échelle aussi un petit peu politique.
Ensuite, j'ai dit, ça suffit, j'ai été jusqu'au bout de quelque chose de déjà très intéressant. Donc, il faut que je me mette dans l'art. Et puis, j'ai des amis, j'ai dit, je vais pas refaire d'études. Et j'ai des amis qui ont commencé, des amis artistes qui ont commencé à me demander de travailler avec eux, mais c'était plutôt du côté production. Donc, j'ai commencé à travailler dans la production à Londres d'opéra. Donc, voilà, c'est aussi une manière de travailler dans l'art qui était pas, moi, je savais que j'étais artiste plasticienne, je peignais depuis toujours, je faisais de l'art visuel depuis toujours, mais c'était une façon de pas être trop jalouse d'eux, puisqu'ils travaillaient dans un autre domaine. Et en même temps, vous allez voir que ça a beaucoup aussi influencé mon art, enfin mon travail. C'est ce côté relationnel collectif du travail. Quand on travaille dans l'opéra, il y a quelque chose de le Gesamtkunstwerk, je ne sais pas si vous avez entendu ce mot, mais de l'art total. Il y a vraiment plein de manières enfin, une manière de s'exprimer qui prend plein de formes en même temps. Euh, et voilà, et on en arrive à ce moment où je me suis lancée en autodidacte. Je vais devenir artiste, enfin, ça suffit. À côté, je travaillais, j'avais un boulot à côté. Et donc, pendant 2, 3 ans, j'ai fait mes petites peintures, mes petites choses. Enfin, c'était pas des peintures, du coup, ça prenait des formes de performance. Je travaillais avec d'autres artistes. C'était très en lien avec beaucoup de gens aussi, mais c'était toujours visuel et beaucoup dans l'expérimentation. Je passe sur ce moment-là parce que on va pas vous faire ma jeunesse, c'est pas très enfin, c'est trop court aujourd'hui. Euh, mais tout ça va se retrouver dans mon travail maintenant qui a pris donc une direction et c'est grâce à la School of Visual Arts parce que quand j'ai une bourse, je me suis dit, bon, au bout de 2, 3 ans, ça serait bien que j'ai cette bourse pour pouvoir avoir un petit relationnel dans le milieu de l'art plastique. Et quand je suis partie là-bas, ils avaient un laboratoire biologique pour les artistes et ça, c'est extraordinaire parce qu'il n'y en a pas en France. Donc, tout simplement, quand je suis revenue en France, ça faisait une énorme différence entre moi et beaucoup d'artistes aussi qui vont travailler, qui s'intéressent aux mêmes questions parce que c'est des questions d'époque. C'est pas, voilà, moi je suis aussi poreuse à tout ce qui se passe autour, à mon environnement, à mon contexte. Et le fait d'avoir eu eh bien, une structure dans laquelle je pouvais euh, enfin, à laquelle j'ai été confrontée en fait à cette possibilité de travailler avec le vivant et de travailler autrement, eh bien ça m'a amené à ça. Ensuite, je suis retournée en France, j'ai expérimenté avec cette matière, je continue à faire des œuvres sculpturales, bon. Et dans la performance, dans plein de choses. La performance, quand je vous parle de performance, vous allez voir, c'est pas moi qui performe. C'est un peu mes Roland d'opéra. C'est moi qui suis directrice artistique de performance, donc, qui utilise la, les compétences d'autres artistes qui savent utiliser leur corps comme un outil, ce qui n'est pas mon cas, pour pouvoir déployer ma vision et mon expression. Et donc, je suis revenue en France, je triturais la matière de partout, je ne savais pas quoi en faire. J'essayais de lui donner des formes, voilà. Mais elle m'inspirait, voilà, j'étais complètement inspirée par tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez, enfin, vu que vous étiez là ce matin, vous avez pu aussi un peu vous familiariser avec enfin, ce champ que ça ouvre de travailler de la matière organique. Maintenant, vous en avez devant vous. Alors, j'ai voulu faire en sorte que presque par la multitude, ça, ça habite la pièce avec vous. Mais aucune idée quoi faire de ce truc. Je pouvais pas, il n'y avait pas de couleur, c'était que du beige. Je le séchais sur parce que moi, bon, j'utilisais beaucoup la couleur, j'aime beaucoup ça. J'ai des antécédents. Enfin voilà, moi j'étais très inspirée par l'histoire de l'art aussi, très traditionnelle, même si je suis artiste contemporaine comme tu m'as présenté ce matin. Donc on habite un temps, on a envie d'évoluer avec, mais on repose sur les épaules d'autres personnes, on n'invente pas tout. Donc moi j'ai été inspirée par l'art pictural, vous allez le voir, donc traditionnel aussi. Et je pouvais rien en faire, voilà. Et j'étais plus dans la sculpture. Mais une pratique très hybride, comme je vous disais. Et puis, au bout de 3 ans d'expérimentation, entre-temps, j'ai rencontré, non, Vivien, je l'ai rencontré un peu après. Bon, évidemment, je me rapprochais des gens qui s'intéressaient à la matière et tout. Et puis, finalement, j'ai trouvé ma voie. À force de passer du temps avec, à force enfin, ma voie d'expression, parce que c'est le but d'un artiste, c'est d'arriver à maîtriser des moyens d'expression et à toucher, à essayer de s'exprimer par autre chose que par la parole que je fais. Voilà.
que dans des conditions comme celle-là. Sinon, je parle pas trop, je me mets pas. Donc, je vais vous faire entrer dans ma pratique par le visuel pour enchaîner sur ce que je viens de dire. Euh, il y a 4 grands corps de pratique. Et, enfin, j'ai commencé à un petit peu organiser tout ça au fur et à mesure. Donc, ce que j'appelle les reliques, on va voir ensemble ce que c'est. Ça, c'est une relique. Vous pouvez déjà peut-être imaginer pourquoi j'appelle ça une relique. Les cérémonies d'extraction, donc qui sont des rituels performatifs qui permettent de marquer des étapes dans les cycles de pousse de la matière et donc des œuvres. Les sculptures hybrides transitoires, qui sont donc ce que j'essaye d'installer au cœur de l'écosystème du grown art. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est la version sculpture métabolique. Donc, ça, c'est le nom qui devient de plus en plus générique. Tout est en train de s'écrire, hein, c'est ce qu'on voit tout à l'heure, quand il parlait. Toutes ces choses-là, elles sont très nouvelles aussi. Donc, quand moi, je parle, j'utilise des termes, j'en propose. Donc, ça, c'est des termes proposés, grown art, sculpture hybride transitoire. Et il y en a qui, voilà, sculpture métabolique, c'est quelque chose qui commence à s'imposer dans le milieu de l'art, dans le milieu du bio-art, pour appeler des sculptures qui ont une partie vivante, un component, ouais, une partie. Comment? Ouais, pardon, ne me jugez pas. Je sais qu'en France, le franglais, c'est mal vu. J'ai étudié aux États-Unis. Euh, et, et donc, les sculptures hybrides transitoires sont au cœur de l'écosystème. Ce que j'essaye de proposer, c'est que ce soit au cœur, enfin, proposer. Bon, après, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de pouvoir m'exprimer dans mon art, mais ça m'intéresse de pouvoir aussi parler des nouvelles esthétiques et de trouver des moyens conceptuels. Alors, dans l'art, il y a toujours, je sais pas si je sais pas à quel point ça vous intéresse le monde de l'art, mais moi, je suis très, très art. Donc, voilà, il y a aussi le côté, faut pas mettre trop de théorie à l'endroit où les gens aiment bien mettre de la théorie à votre place quand vous êtes artiste. Donc, voilà, si vous en mettez trop, ça énerve les curateurs, les théoriciens, etc. Moi, j'aime bien mettre ma théorie là où j'ai envie. Et puis après, on voit ce qui se passe. Mais donc, les sculptures hybrides transitoires, c'est voilà, cette idée de sculpture métabolique, mais repensée avec les méthodes de pensée de la croissance, du grown art, donc peut-être un autre rapport à la technologie. Voilà. Et ensuite, les micro-performances. Et les micro-performances, ce sont aussi des performances qui mettent en scène la performativité agentive des micro-organismes, puisque la matière est sur scène avec des agents qui sont humains. Donc, il y a plusieurs échelles qui s'entrelacent. Et il y a un scénario. On va voir ça. Et je ne sais pas si vous voyez en fond, j'ai essayé ce petit. Ils sont tous entremêlés. Et ça va être vraiment le cœur de ma manière de penser. Mais bon, c'est structurellement, c'est important. C'est qu'à chaque fois que je structure quelque chose, il faut toujours se rappeler que dans chaque partie, il y a toujours les autres parties à l'intérieur. C'est juste une qui prédomine. Donc, dans les reliques, il y aura toujours les cérémonies d'extraction, des sculptures hybrides transitoires et de la micro-performance. Et ainsi de suite. Et ensuite, pour ma manière de vous exposer l'écosystème du grand art, ce sera pareil. Il y aura toujours un peu de toutes les parties dans chaque, un peu du tout dans toutes les parties. Donc les reliques, c'est ce que vous voyez ici. C'est ce qui circule en tant qu'objet d'art. C'est ce qui est exposé. C'est ce qui a mis 7 ans à apparaître. Donc 7 ans à se demander qu'est-ce qu'elle fait dans son atelier, voilà, pour arriver à produire des pièces qui sèchent, plus vivantes, m'intéressent. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était mon lien avec la matière vivante. On va le voir, ça vient après. Mais je commence par la relique parce que, justement, j'ai commencé à appeler ça des reliques parce que je voulais appuyer sur le fait que ce qui m'intéressait, c'était l'esthétique de l'œuvre en train de pousser. Mais très difficile, c'est extrêmement compliqué de faire comprendre ça aux gens, de faire comprendre la multiplicité des identités pour chaque œuvre, qu'elles ont chacune euh, une identité différente en fait. Donc, par exemple, ça c'est la même œuvre que vous venez de voir, enfin le même travail, la même pièce. Mais là à droite, elle est en train de pousser. Là, elle est dans son contexte, dans la table de culture, elle est exposée. Et moi, ce qui m'intéressait, avant de pouvoir arriver à avoir des expositions où les gens veuillent bien accueillir
40 litres de culture avec une œuvre qui pèse 50 kilos, de matelas qui flotte, qui sent très très fort, qu'il fallait déplacer ça, ça n'est pas arrivé tout de suite. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a eu, c'est toute ma question et c'est encore ma question, et où est-ce que la technologie, ça va aussi être ma question, va pouvoir m'aider à diffuser l'esthétique que vous voyez à droite. Et encore là, on la voit pas très bien parce qu'il y a une, du verre au-dessus pour éviter que ça, déjà, ça s'infecte aussi parce que faut protéger aussi un petit peu la culture dans des espaces comme ça. Là, c'est une usine, une ancienne usine de caoutchouc. Euh, voilà. Et là, on est en 2024, donc c'est déjà il n'y a pas longtemps. Mais avant ça, la seule chose qu'on me demandait, c'est, voilà, qu'est-ce que tu peux nous donner dans l'expo, quoi, ça. Donc, en fait, c'est une œuvre processus. Par définition, moi, je travaille avec des œuvres processus. Donc là, vous voyez à l'atelier, c'est toujours la même œuvre. Vous voyez à droite. Et là, vous voyez à gauche, justement, je ne travaille pas en circularité parce que, justement, le format, c'est aussi un parti pris. Donc, le format du tableau, c'est aussi, regardez, c'est une œuvre. Et puis, parce que je vous ai dit, je travaille aussi sur des procédés picturaux, mais je reprends les formats aussi plus classiques du carré, qui sont qui vont un peu à l'encontre enfin, de là où le kombucha nous mène. Parce que souvent, enfin, vous connaissez ou vous avez bien entendu parler, voilà, c'est circulaire. Et la raison pour laquelle celui à gauche est circulaire, cette grosse mer, c'est parce que j'ai été la chercher dans cet esprit. Tout à l'heure, je parlais euh, d'économie circulaire. On m'a parlé de ça tout à l'heure chez des producteurs de kombucha que Julien m'avait présenté. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, les tables de culture ont été construites. Donc, il fallait le temps de comprendre aussi comment j'allais voilà, former, ça, quelle forme ça allait avoir, puisque ça poussait qu'à la surface. Donc, voilà, donc un premier temps de travail dans ces reliques et œuvres processus, cette discussion entre les deux esthétiques. Le premier temps de travail a été sur une surface plane. Voilà. Et donc, j'ai intégré des matériaux dans ce qu'on appelle des tapis, enfin, ce que moi j'ai voulu appeler, mais bon, je suis pas encore très, je sais pas à quel point je suis attachée à cette appellation, tapisserie organique, il fallait que je communique dessus. Donc voilà, donc le motif, il est à la fois personnel, autobiographique. Je vais vous faire rentrer un petit peu dans cette partie parce que j'ai pas souvent, j'aimerais le faire de plus en plus. Parce qu'on s'est beaucoup, à un moment, intéressé aussi à ce que je faisais par la nouveauté du matériau. Mais et moi, c'est ce qui m'a porté aussi, le matériau et les qualités du matériau. Mais on voit bien que là, il y a un travail pictural aussi et qu'il y a du symbolisme, etc., l'iconographie, il y a plein d'autres niveaux de lecture aussi qui sont très ancrés dans l'art. Et donc, le motif, il est évolutif et il est multiple. Donc là, par exemple, vous voyez des close-up d'une œuvre à plusieurs étapes. En haut, elle a commencé à sécher. Donc, ça donne quand même des esthétiques qui, moi, m'ont rapidement fascinée et que j'ai trouvé génial. Je ne maîtrise qu'une partie. C'est pas du tout moi qui maîtrise toute la propagation du blanc, par exemple. Et là, vous voyez, je sais pas si je vous cache. Euh, voilà. Et là, vous avez une autre esthétique qui est dans la pousse. Donc, c'est complètement un chevauché. Là aussi, vous avez des close-up d'une autre œuvre. Ah, c'est intéressant, il y a un lien qui est resté là, qui nous est allé. Voilà. Et là, alors, là, ce qui m'a intéressé, alors d'abord, je voulais vous montrer ça. Après, je vous parlerai de. Ah non. Ah, mais ça marche pas, les liens. Ah, c'est embêtant, ça. Tu sautes. Tu fais des chats. Ok. J'ai un- Je les ai testés. Comment? C'est bizarre, hein? Pourtant, je les ai testés ce matin, les liens. Qu'est-ce que je peux faire? Ouvrir avec. Non, ça sert à rien de faire ça. Hmm. Tu peux tester avec le panache. Attends, alors, je voudrais pas vous montrer toute ma presse avant, mais je vais tester un autre lien. Avec aperçu? Ah oui, oui, Ouais, tout à fait. Oui, oui. parce que là, tu vas Ouais.
Ah oui, tout à fait. Peut-être que ça va mieux marcher. Peut-être que c'est mon lien qui marche pas. Ah non, mon lien marche. Je les avais testés. Je me suis dit, c'est le seul truc à faire avant. Il y a plein de trucs, mais les liens, c'est important. Donc là, je vais vous montrer un petit peu bah, enfin, de la vidéo pour vous montrer l'esthétique. Voilà. Moi, qui me fascinait à l'atelier. Mais bon, amener tous les gens de l'art qui doivent vous faire travailler, vous faire manger aussi, parce que c'est eux qui vous exposent et tout, pour leur dire c'est vachement intéressant ce que je fais, mais j'ai que ça à vous montrer. C'est compliqué. Donc, bref, ça, c'est des vidéos de mon process sans prétention, enfin, sans prétention, je veux dire, qui n'ont pas vocation à être, c'est vraiment juste du process, quoi. Donc là, vous voyez que c'est pictural, mais c'est aussi un peu sculptural. Enfin, il y a quand même des textures, des reliefs bien. Donc, je travaille avec des matériaux qui sont des paillettes de bois, des tissus. Il faut toujours qu'il y ait de l'ajourement. Il y a cette idée de multitude et enfin voilà, les figures, le figuratif dans le bio-art. Alors là, c'était proscrit. Alors vraiment, mais qu'est-ce qu'elle vient de faire du figuratif dans du bio-art, ça va pas. Mais justement, c'était cette apposition des deux, enfin, vouloir voir émerger des figures de la matière, c'était un peu en espèce de fantasme, parce qu'on a toujours besoin. Voilà, c'est toujours la grande question, ne plus se penser au centre en tant qu'humain, donc tout ce qui est post-anthropocentrique, et en même temps se retirer complètement du tableau. Quelle est la bonne, voilà, dans quelle direction on va? Est-ce qu'on n'a pas besoin parfois de se comprendre comme un autre aussi? Donc c'est cette question de l'altérité. Donc pourquoi vouloir faire apparaître des figures dans cette matière? Bah, c'est la grande question qui se pose. J'ai pas vraiment répondu, mais c'est la question qu'on me pose, quoi. C'est vraiment, bah non, on est dans l'ère post-anthropocentrique, on fait pas de figure. Voilà. Donc là, il y a toutes ces esthétiques-là à plusieurs étapes qui arrivent. Et donc, moi, je suis très contente parce que je peux commencer à travailler un petit peu mon langage visuel, à prendre un peu de liberté. Voilà, qui n'était pas le cas avant parce qu'avant, je n'avais pas beaucoup d'outils en fait. J'avais pas beaucoup de couleurs, j'avais pas beaucoup de comme quelqu'un qui peindrait, j'avais pas beaucoup de choses. Et donc là, par exemple, c'est à force d'expérimentation. Là, vous avez une esthétique assez intéressante qui me rappelle un peu ce que je viens présenter ce matin sur la technicalité plus de la matière. Donc, c'est un peu plus technique là, on est moins dans le motif. Mais c'est en étouffant la matière, donc en lui faisant, l'empêchant de respirer à certains endroits. C'est un peu comme les gens qui font de la scarification. Je ne sais pas si vous connaissez la scarification pas pour, enfin, pas les gens qui font pas bien, mais les gens qui veulent faire des tatouages à la scarification. Je crois que c'est le même mot. En fait, pour cicatriser, en fait, c'est qu'ils enlèvent une partie de la peau et après, ils empêchent, ils mettent du papier en plastique pour empêcher l'air, enfin, empêcher la peau de repousser pour se régénérer. Et donc, en apposant comme ça des papiers calques, voilà, c'est ce genre de choses qui, moi, en tant qu'artiste, m'intéresse aussi, c'est de pouvoir comprendre comment discuter avec la matière et lui proposer, de lui faire faire des choses, de l'orienter, etc. Donc là, on voit qu'il y a des gros reliefs et des figures qui peuvent émerger de ces papiers que je pose. J'ai découvert ça récemment, c'est ma dernière découverte visuelle. Enfin, ma dernière découverte dans le langage visuel, dans mon travail de trouver mon langage visuel, etc. Là, vous avez donc ces deux œuvres dont on vient de voir un peu plusieurs esthétiques multiples. Alors, c'est tous les 8 heures que ça change, à peu près. Les cellules, si je ne dis pas de bêtises, au bout de 8 heures, on peut déjà voir un microfilm qui a poussé. Donc, c'est absolument extraordinaire la puissance de vie qui est en train d'émerger devant nous. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, voilà, qu'est-ce qu'on choisit, quelle photo, quel moment est plus intéressant, qu'est-ce qu'on aime plus, voilà. Bon, donc ça, c'est une relique pour moi, c'est un peu ce que j'aime le moins, quoi. Donc, mais et en même temps, c'est chargé d'histoire. Donc c'est un rapport à voilà à toute c'est ce qui contient la trace de cette activité vitale passée. C'est comme ça que j'aime le présenter. Il y a un côté très organique. Voilà, ensuite, ça, c'est ce que je viens de vous raconter. Et puis petit à petit, voilà, j'ai commencé aussi à développer des manières de représenter les choses de façon symbolique. Donc, par exemple, les corps. Tout ça est très récent, hein. J'ai commencé à vraiment trouver ma manière de faire et à me déployer en 2000. Ça date de
Ça, c'est une série qui s'appelle comment est-ce que j'ai Dreams of Tenderness. Donc pour pas, c'est la tendresse de la matière aussi. Il y a toujours un lien entre le matériau et le fond du sujet. Euh, donc là, c'est une œuvre un peu plus ancienne, mais en gros, c'est là où je vous la montre parce que c'est là où j'ai commencé à découvrir, enfin, à comprendre comment raconter un corps. Parce que c'est pas tout de montrer la matière sans aucune intervention, mais bon, voilà, moi j'avais envie de complexifier un peu, de discuter avec. Et donc, vous allez voir que là, donc le corps est représenté par un travail avec les microfilaments et les couleurs. Et j'ai commencé à avoir une palette de couleurs aussi avec les différents coloris que la matière permet d'avoir. Euh, et là, c'est ce que vous avez devant vous. Et là, on est typiquement dans cette dualité qui m'a habité pendant ces 4 dernières années, qui me rendait schizophrène. J'étais là à raconter à tout le monde, non, l'œuvre, c'est ça, ce n'est pas ça. Donc voilà, et en même temps, l'œuvre, c'est ça aussi, mais c'était juste que d'abord, je voulais qu'on comprenne. Et pourquoi ça s'enchaîne, c'est parce que, enfin, pourquoi j'ai enchaîné avec ça? Parce que là, quand vous voyez du coup cette esthétique-là que je vous ai montré sur le grand corps avec les oiseaux qui habitent, c'est que je parle d'un corps. Donc je parle d'un corps lourd qui est en train de s'affaisser, qui provient du ciel, et enfin du ciel en tout cas, en termes de composition, il y a cette idée de pesanteur du corps. Euh, donc c'est voilà, développé aussi par le langage visuel, une symbolique. Tout ça est extrêmement long quand on déblaye des terrains nouveaux, parce que tout le monde, il y a de plus en plus de gens qui travaillent avec cette matière, mais encore faut-il trouver sa manière de se l'approprier. Donc tout ça a mis énormément de temps. Pourquoi? Parce que chaque œuvre, c'est 3 mois, 2, 3 mois. Donc ça veut dire qu'un peintre qui fait une peinture, comme je le faisais d'ailleurs à l'époque, je faisais des peintures, on va voir un peu après, il va pouvoir vite un peu plus aller à la mesure de son évolution interne. Mais moi, quand je dois attendre 3 mois pour faire une œuvre et que j'ai pas beaucoup de place à l'atelier et que c'est les surfaces qui comptent, parce que moi, c'est pas des murs, c'est des surfaces et je peux pas empiler. Donc, on fait pousser. Euh, voilà, le temps de développer mon langage visuel aussi met beaucoup de temps. Donc, c'est pour un artiste, c'est problématique parce qu'on a envie de rapidement pouvoir maîtriser ces outils et de les déployer. Mais trop de passion pour la matière pour lâcher quoi que ce soit, donc on continue, même si c'est plus long. C'est un temps plus long, un temps voilà, plus dans la présence aussi, dans la coprésence, et non pas dans la performance. Parce que il faut performer aussi en tant qu'artiste. Voilà, il faut pouvoir produire beaucoup d'œuvres. Ici, on ne peut pas en produire beaucoup et d'un coup, et c'est comme ça. Donc ça, c'est une série qui s'appelle Les Métamorphoses. C'est pour vous montrer différentes manières, éveiller un peu les imaginaires. Et comme m'avait présenté Maria ce matin avec une phrase qui m'intéressait, c'était aussi évidemment cette discussion entre enfin, l'esthétique de l'abject et l'esthétique du sublime. Voilà, c'était vraiment, en fait, tout simplement parce que je sais, le sublime, ça, c'est des grands, grands concepts quand même. Enfin, je veux dire, il faut les détricoter un peu, mais ça fait évocation à plein de choses, mais philosophiquement, le sublime, c'est plein, plein de choses. Mais c'est aussi un rapport à la nature, quelque chose qui nous dépasse, qui est bien plus grand que nous, qui nous déstabilise en fait, et qu'on ne peut pas appréhender réellement. C'est ce que, voilà, l'art a essayé de. Enfin, c'est aussi une partie du travail de l'art, d'être là pour nous rappeler ce qui nous dépasse. Et donc, quand on essaye d'injecter un petit peu de sublime dans une esthétique qui est d'habitude plutôt dans l'abjection, qui est tout aussi intéressante dans le sens, je la définirai après, c'est là où on commence aussi à pouvoir reparamétrer et ouvrir d'autres champs sur ce que c'est que la nature. Qu'est-ce que c'est vraiment? Enfin voilà, la nature, on n'emploie plus trop ce mot maintenant, on dit le vivant dans la recherche, etc. Mais voilà, c'est aussi une façon, les goûts, les attractions, l'esthétique, c'est aussi une façon un rapport à notre environnement. Comment est-ce qu'on est attiré, on est repoussé? Ça nous indique voilà, des choses sur notre appréhension de l'extérieur et ce qui nous dépasse et ce qui est plus grand que nous, ce qu'on essaie de comprendre, ce dans quoi on essaie de s'inscrire aussi. Donc, les bustes, c'est une autre série donc dans la série des reliques qui est beaucoup plus ancienne. Ça, c'est en 2022, c'est le tout début. Et donc, ça accompagne aussi des réflexions sur
comment se représenter à l'ère d'une crise de l'altérité, que moi je trouvais une crise de l'altérité. Moi, quand j'étais aux États-Unis dans les années 2018, 2019, 2020, c'était les écueils des politiques identitaires. Donc, on n'a plus le droit de peindre son copain s'il ne nous ressemble pas. On n'a plus le droit de se mettre dans le tableau en tant qu'humain parce qu'on a bousillé la planète. Donc, en fait, il y a plus, enfin, l'humain, c'est quelque chose, on va s'intéresser qu'aux autres et on va se sortir du tableau. Donc, crise écologique très, très aiguë. Euh, et donc, à l'époque, moi, je travaillais avec cette matière, je savais pas trop quoi faire. C'est bien avant que enfin, que je déploie cette technique. Enfin, bien avant, un an avant. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, j'ai envie de faire. Donc, ça, c'est la matière pure. C'était pour vous montrer aussi, c'est vraiment le début. Puis, j'étais encore dans la sculpture. Donc, c'est vraiment l'idée de produire un objet d'identification commune et de d'oser re-esquisser les formes de ce qui pourrait nous rappeler quelque chose d'anthropologique, enfin de l'humain, de l'ordre de l'humain, à l'échelle humaine aussi. Ce qui est extrêmement intéressant dans cette matière aussi dans l'art, enfin dans comment l'utilisation, c'est les échelles évidemment. C'est l'échelle quand ça pousse en fait sur des surfaces énormes, alors qu'on est dans des. Là, ce que je vous ai montré, le bac qui faisait pousser les grandes tapisseries, c'est 40 milliards de cellules qui sont contenues à l'intérieur. Donc, c'est une force de vie monumentale. Et à la fois, voilà, dans le micro, et en même temps, ça permet de produire des matrices qu'on peut rapidement mettre à échelle. Voilà, on ne reste pas dans les boîtes de pétri, comme dans le bio-art traditionnel. Donc voilà, ça c'est les tout débuts. Voilà, là c'est comment j'ai commencé. Bon, j'ai un peu une histoire à la Newton, la pomme qui m'est tombée dessus parce que comment j'en suis arrivée là, c'est que je faisais pousser des scobies dans ma grange dans des piscines énormes. Et un jour, j'oublie de bien fermer, puis je reviens 4 heures plus tard, et il y a un moucheron qui est tombé dedans, et je vois qu'il a été emprisonné. Et c'est là que je me suis dit, waouh, ça va tellement vite, c'est tellement impressionnant, il faut que j'essaye de vraiment discuter avec cette production cellulaire de la matrice. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est des aplats très simples, là, c'est pour montrer la technicité, elle n'est pas encore là, quoi. C'est vraiment juste des compositions. Ça, c'est une série qui s'appelle The Dinner Party Revisited. On va voir que l'histoire du grown art, telle que moi je me la raconte, elle est aussi ancrée dans une grande histoire de l'avant-garde féministe des années 70. Je ne sais pas si vous connaissez Judy Chicago, et qui avait fait The Dinner Party, qui a invité 25 femmes illustres dans une installation qui est devenue une des installations les plus importantes de l'histoire de l'art contemporain. Donc, c'était dans les années 70-80. C'est encore visible à New York. Et donc, il y a Georgia O'Keeffe, il y a toutes les anciennes personnes qui ont marqué les empires, les pharaons, et qui ont été un peu oubliées de l'histoire. Et donc, elle a appelé ça The Dinner Party parce qu'elle va raconter qu'elles ont été mangées par l'histoire. Et elle fait un lien avec la cuisine et tout cet espace qui contenait aussi le corps de la femme qui la contraint, qui le contraignait. Donc j'ai appelé cette série, donc j'ai été aussi bien inspirée par ça parce que au départ, mes premières œuvres étaient aussi sur la transmission intergénérationnelle de plein de choses. J'ai pas envie de terminer sur le trauma parce que je pense que quand il y a des joies profondes et des émotions très profondes, c'est la même chose. Ça se transmet aussi quand on muscle certaines parties de la matière organique de laquelle on est faite et que ça transforme l'expression de nos gènes, comme l'épigénétique nous en a informé récemment. On transmet ça aux générations d'après. Mais du coup, ça veut dire que l'environnement est extrêmement important et donc du coup impacte aussi la composition de nos corps. Et donc, du coup, ça se transmet. Donc, on hérite d'une histoire sociale aussi, en fait, vraiment avec la matière également. Et c'est toute l'histoire aussi des prémices des politiques identitaires qui peuvent arriver à certains écueils aujourd'hui, mais qui ont été assez révolutionnaires à l'époque. Voilà, et ça, c'est une autre, c'est Maria Callas. Alors, ça, c'était Sarah Bernard. Vous connaissez Sarah Bernard? Voilà, c'était pour rendre hommage, du coup, à des femmes. C'était pour un hôtel. En fait, c'est une commande pour un hôtel qui qui est incroyable, qui est Place des Victoires et qui a fait 30 chambres pour 30 femmes. Et elles sont toutes différentes. J'ai pas eu les 30, mais j'aurais bien. Donc ça, c'est Marrakech.
Je crois que je vais terminer cette partie sur les reliques voilà, je pense que avec cette image qui représente bien cette dualité qu'on va essayer de laquelle on va essayer de sortir parce que c'est pas intéressant de rester dans les dualités. Enfin, ça peut créer des dialectiques intéressantes, mais justement, comment est-ce que, enfin, ce qui est intéressant, c'est moi j'ai des milliards de photos de cette œuvre à toutes les échelles après. Donc voilà, comment on raconte ce processus en fait. Et on reste pas dans juste il y a cette esthétique, il y a cette esthétique. Ah non, j'ai encore une œuvre à vous présenter dans ces chroniques. Alors, ça, c'est une installation que j'aime beaucoup qui s'appelle Gods Help Us. Donc, c'est pour me un peu ironique sur le God Help Us. Mais les guts, vous savez ce que c'est les guts? Les guts en anglais, c'est les tripes en fait. Et c'est ce qui a donc il y a énormément d'études aujourd'hui sur le fait qu'on a conservé dans l'évolution des neurones 200 000, 200 millions, je sais pas, je suis très mauvaise dans les chiffres, de neurones dans notre ventre et que du coup, finalement, c'est pas que un système hiérarchique qui part du cerveau pour donner des informations au reste, mais que c'est plutôt un dialogue en fait entre plusieurs endroits du corps et que chaque endroit du corps a une décision et une agentivité aussi très puissante. Donc, je parle du ventre. Donc, ce sont des bustes. Et ça, c'est une série que j'ai faite il y a 1 an et demi quand il y a eu une crise politique en France, une dissolution, le monde qui commençait, enfin, les fascistes qui commençaient à monter, etc. Moi, c'est très important pour moi qu'il y ait une dimension, vous allez voir, politique dans ce que je fais, mais c'est jamais direct. Enfin, c'est vraiment très poétique, donc j'utilise la poésie. Parce que sinon, si on utilise l'art pour produire un message, dans ce cas-là, c'est plus de l'art, c'est de la communication. Et moi, je suis très contre ça. Mais cette série-là, elle m'est venue des tripes. J'étais un peu stressée de cette époque, enfin de ce qui se passait en fait. Et donc, j'ai un peu ravivé mes souvenirs de quand je travaillais dans les conflits, etc. Et j'ai mélangé des mots. Donc, j'ai repris une esthétique plutôt féminine, un peu revendicatrice. J'ai travaillé de l'encre, c'est la première fois que je le faisais. Alors, d'habitude, je travaille pour tout ce qui est noir et trait. C'est intéressant aussi parce que c'est une question de toxicité pour les. Enfin, j'impose pas n'importe quoi aux matériaux. Il y a des choses qui font des réactions chimiques. Je peux pas utiliser de pigments, hein. Sinon, tout ça ne serait jamais arrivé si je pouvais peindre sur la. Enfin, peut-être que j'aurais commencé à faire de la peinture là-dessus, mais ça aurait été beaucoup moins intéressant. C'est parce que les couleurs ont des compositions chimiques qui créent des réactions avec la matière qui font qu'on ne peut pas juste imposer une couleur telle qu'on les connaît. Il faut faire de la recherche, en fait, pour savoir ce qui peut prendre, ce qui n'est pas avalé, ce qui n'est pas transformé, ce qui n'est pas toxique et ce qui n'étouffe pas la matière. Donc, c'est pour ça que j'utilise des tissus aussi qui sont pas issus, voilà, qui sont issus enfin, qui sont pas nécessairement d'origine biologique, parce que du coup, ça leur permet de résister et de faire une apposition des deux pour mieux voir la matière. Ça leur donne une structure. Mais l'encre, voilà, là, j'ai travaillé avec de l'encre pour la première fois, mais les traits, normalement, je les fais avec du. Donc, ça m'a vachement intéressé ce que tu disais, avec de la poudre de graphite, parce que c'était ce qui était le moins toxique pour les bactéries. Et alors, du coup, elles sont pas conductrices, ou le graphite est conducteur, je sais pas, c'est super intéressant. C'est une voie d'ouverture. Euh, donc là, c'est 3 bustes. On a toujours l'esthétique des deux, comme vous voyez, celui qui pousse, celui qui a déjà poussé. Ceux-là, ils sont encore à l'atelier. Alors, très difficile d'exposer, hein, c'est quand il n'y a pas de plexi. Donc, ils sont restés à l'atelier, ceux-là. J'emmène les gens pour venir les voir. Donc, le premier buste dit Pile of worried aggregated cells resisting tropism of all sorts. Donc, dans cette phrase, voilà, une poétique, c'est un mélange d'un champ lexical de l'ordre de la biologie et de l'ordre des émotions et de la psychologie, en fait. Et pile of worried aggregated cells, c'est pour exprimer l'idée qu'on n'est qu'un amas de choses, on est une multitude. Et que cette multitude-là, parfois, elle a une individualité tellement forte qu'elle nous pousse vers un endroit. Et en fait, le tropisme, c'est un concept qu'on utilise en biologie pour parler des cellules qui vont toutes à un même endroit. Et c'est un concept qu'on utilise aussi en sociologie pour parler d'individus qui vont tous à un même endroit. Donc, c'est l'idée voilà, ce rapport entre la multitude et l'individu. Et voilà, à travers une poétique. Ensuite, il y a Trained Empathetic Human Against Fascism of All Sorts.
Ça paraît très naïf, mais en fait, il y a le mot trained, parce que pour avoir fait une thèse entière sur l'empathie, enfin une thèse, pardon, pas une thèse de doctorat, une thèse de master, sur l'empathie, c'est quelque chose qui s'entraîne, l'empathie. C'est pas quelque chose. Enfin, il y a des réactions, bien sûr, enfin, de mimétisme, de ressemblance, mais je veux dire, pour avoir enfin, vraiment que ça mène à des émotions qui font faire des actions dans le champ humain, donc la compassion, etc., c'est quelque chose qui s'entraîne. Ce n'est pas inné. On n'est pas tous nés. Enfin, c'est facile de dire contre le racisme, contre tout ça, mais ça, c'est des choses qu'il faut détricoter, des concepts importants, qu'il faut connaître sa nature aussi et les dangers de sa nature aussi. Donc, voilà. Et ensuite, il y a Dirty Dusty Brain Boycotting Populist Wash of All Sorts. Celui-là, je le trouve très drôle, mais j'ai pas la photo qui va avec pour trouver ça drôle. Parce que du coup, donc c'est Dirty Dusty Brain, c'est pour dire que notre cerveau peut être aussi bien poussiéreux. Il faut le dépoussiérer. Et le populist wash, vous connaissez le brainwashing, quoi. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça pousse dans l'eau. Donc j'ai plein de photos de ce buste-là. Là, je les ai pas toutes mises parce que c'était trop long. Mais j'ai des photos de ce buste en train de couler, qui sont très rigolotes. Ouais, j'aurais dû les mettre pour une prochaine fois. Voilà, donc je vous ai présenté. Euh, je vous laisse un petit peu sur cette image, le temps de faire une transition. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses dans cette slide qui m'intéressent. Voilà, j'espère que ça vous intéresse aussi, mais oh, c'est assez merveilleux ce que ça a produit, quoi. J'y suis pas pour. Enfin, j'y suis pour quelque chose et j'ai beaucoup de patience, quoi, parce que pour en arriver à des choses qui fonctionnent. Enfin, ça fonctionne pas toujours, hein. Je parle de surtout cette image-là. On voit quand même beaucoup moins bien sur les. Ça a toujours été le problème des. Donc là, je vais passer à une autre partie euh, et je vais vous faire rentrer encore un peu plus loin dans mon univers. Il y a Clara dedans d'ailleurs. Euh, on va rentrer dans les cérémonies rituelles de naissance des œuvres. Donc là, je ne sais pas si vous reconnaissez une des œuvres qu'on voyait avec le chapeau, là, les textures, je vous ai parlé des scarifications et tout, c'est la même œuvre. Elle va naître bon, après 3 mois de pouce. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens y voient l'œuvre en vrai. Donc, je veux qu'ils la sentent. Je veux qu'ils se trouvent confrontés à l'expérience que j'ai à l'atelier et qu'ils soient complètement immergés en fait dans cet univers sensoriel et que ce soit pas juste la photo. Donc, je les invite et ensemble, eh bien, on produit un moment. C'est pas du tout artificiel. Il faut aussi pour entretenir et soigner enfin, je veux dire, le temps est pas artificiellement choisi. C'est pour entretenir et soigner les cultures. Il faut aussi pouvoir se séparer des scobies. Parce que au bout d'un certain moment, ils commencent à devenir trop faibles en termes de vivacité. Il n'y a pas assez de cellules vivantes qui prennent le dessus sur les cellules mortes. Comme sur nos peaux, il y a des cellules mortes, il y en a aussi dans le SCOBY. Et donc, elles sont plus sujettes comment on appelle ça, des infestations d'agents externes, voilà, à être infectées. Donc, il faut le retirer aussi. Donc, c'est aussi à écouter un cycle quand on travaille avec le vivant. Et voilà, donc c'est après les 3 mois. Donc, il y a un texte de présentation qui s'amuse un petit peu du côté scientifique, ultra scientifique. Je ne vais pas vous le lire maintenant, mais si vous voulez le lire, il est sur mon portfolio. Et si un jour, surtout, vous voulez l'entendre, parce que c'est le texte qu'on lit, peut-être un jour je le changerai, mais voilà, assez régulièrement quand on fait les choses. Et donc, je trouve ça très, très drôle dans le bio-art, qu'on s'intéresse toujours énormément à tous les biologistes qui sont devenus artistes, parce qu'on leur donne le crédit de la science. Alors que, enfin, si on est dans le domaine de l'art, il y a aussi enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, voilà, c'est aussi, on peut tomber dans un écueil parfois tout scientifique que je trouvais un peu amusant ouais, enfin, ça m'intéresse beaucoup cette sphère de l'expérimentation. Voilà, comment est-ce qu'on expérimente avec un œil aussi de la curiosité sans la connaissance. Et pour moi, la connaissance est très importante aussi.
On peut pas mettre tout sur le même palier. Et la science, je crois beaucoup en la science. Et voilà, c'est cette discussion justement à comment est-ce qu'on garde cet esprit d'expérimentateur. Donc j'ai appelé ça l'humain récréatif, au lieu de l'humain créatif, pour me moquer aussi de l'artiste. Euh, donc on est parti pour une petite vidéo. Vous allez voir que là, c'est en termes d'expression esthétique, on rentre aussi dans une autre sphère. Donc je vais vous parler après. Donc c'est la transition vers les sculptures hybrides transitoires. Ou je vous raconterai après parce que sinon on n'est pas dans le. Oui. Ah là, merci. C'est La fidélité se déformer, se décrocher. Me dice negro llorando, negro pero cariñoso. Me dice negro llorando, negro pero cariñoso. Yo soy como el chino verde y llorando, y llorando, sombras y salias del campo. Arias del centro, hermosa mi vida. Euh, donc ils ont tous euh, toutes les cérémonies d'extraction ont vraiment des euh, sont très singulières, très différentes tout le temps. Là, c'était la fête, la joie, la naissance. Mais ça change à chaque fois. Et là, vous voyez qu'il y a un travail, je sais plus, c'est pas la main que c'était aperçu. Je le vois plus. Voilà, c'est bon, merci beaucoup. Je suis un peu, j'arrive pas à faire de choses. Voilà. Et donc, oui, enfin, c'est pour moi ce qui compte, c'est aussi l'importance de marquer des temps et d'essayer de se réapproprier des temps en fait par la communion.
La communion, ça a été quelque chose de très important pour moi. Comme je vous ai dit, la parole, c'était quelque chose qui m'échappait complètement. Euh, et ce qui m'intéressait, c'est comment les choses se transmettaient à travers les corps et à travers la coprésence des corps ensemble. Donc, cette idée de communion, c'est d'être ensemble dans un même lieu. Qu'est-ce que ça peut produire en fait? C'est ça qui m'intéressait, voilà. Et donc, c'est là, moi, c'est là où je trouve de la spiritualité dans la matière. C'est dans cette idée de coprésence. Euh, et, et donc, je vais vous parler maintenant des sculptures hybrides transitoires. Les sculptures hybrides transitoires, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à non pas la surface plane isolée, et donc toute l'étape de culture que j'ai construite pour essayer de penser à quel format je voulais que ce soit, comment. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est l'étape d'après, c'est bah, en fait, l'œuvre, c'est pas seulement la surface au-dessus, c'est tout. C'est le cœur battant de la vie en dessous, parce que là où il y a le plus de vie dans les cultures de Scobie, c'est pas au-dessus, c'est en dessous. C'est là où il y a toute la vie qui grouille, le plus de vie. Parce que dans un système vivant, il y a toujours des échelles. Enfin, il y a toujours des intensités de vie différentes. C'est comme ça que c'est intéressant de voir les choses. C'est pas mort ou vivant. Il y a toujours des degrés d'intensité. Et donc, en fait, là, tout se passe. Eh bien, moi, je veux montrer ça aussi. Je veux montrer en sculpture, je veux montrer ce qu'il y a en dessous. Je veux montrer ce qu'il y a autour, je veux montrer comment ça communique avec l'environnement. Donc, je commence à travailler le corps, la table de culture aussi, qui devient une sculpture. C'est ça que j'appelle des sculptures hybrides transitoires. Ce sont des sculptures qui ont été pensées avec un élément structurel ou un dispositif qui permet à un component de pousser. Je ne pas trouvé le mot français. Une partie de pousser etc. Dans la sculpture hybride transitoire que vous venez de voir, c'est un travail absolument démentiel. Et je peux le dire parce que ça a été cousu pendant des heures par Clara qui est là, qui est extraordinaire en couture, qui est artiste, plasticienne aussi. Et puis c'était voilà une nouvelle manière de créer. Donc, je sais même pas, toujours l'envie de faire apparaître des choses reconnaissables au début. Parce qu'il y a quelque chose de fascinant. Picasso disait le plus dur, c'est pas d'apprendre à peindre, c'est d'apprendre, de désapprendre à peindre. Donc quand on commence avec une nouvelle technique, on a envie de trouver des repères. Donc voilà, donc là c'est la première sculpture totalement organique et qui compose et qui fait un peu écho à ce que Vivien d'ailleurs a montré tout à l'heure, qui est un peu le bioréacteur qu'il a monté avec tous ces procédés. De d'abord penser, en fait, c'est la même logique, c'est d'abord penser à la contrainte. Alors moi, j'esthétise beaucoup, évidemment, il y a un travail sur l'esthétique qui est extrêmement différent et c'est un axe différent. Mais en tout cas, c'est la même idée de, OK, je pars de ce dont on a besoin et ensuite, je vois ce que ça donne. Et donc, on a besoin de la table de culture. Et ça, cette forme, et c'est comme ça. C'est pas, ça. La forme provient de ce dont on a besoin. Et ensuite, par-delà ça, je raconte des histoires. Voilà. Et donc, sculpture hybride transitoire, vous la voyez comme ça. Là, c'est-à-dire qu'elle a encore le biofilm, elle est protégée. C'est comme une peau, hein, le SCOBY. Moi, je pense que c'est des croyances aussi parce qu'on est en train de chercher, voilà, quelle est la fonctionnalité du SCOBY. Quelle est son utilité pour le. Moi, je pense qu'elle protège et elle lui permet de respirer. Donc, c'est la membrane, en fait, ce qui permet d'individualiser aussi. C'est ça qui permet de séparer un individu de son environnement. C'est une membrane. Mais c'est aussi une manière de communiquer avec l'environnement. Donc, elle a plusieurs esthétiques. C'est quand elle est couverte. Et là, c'est là où l'abject arrive. Ce qui est intéressant, c'est que c'est là où l'esthétique de l'abject arrive. C'est quand il n'y a plus de couverture. Il n'y a plus de peau. On est à l'intérieur. Donc, on est dans les boyaux. Donc là, il n'y a plus ce qui recouvre. Alors, c'est rigolo parce que moi, j'avais une autre histoire sur l'origine du SCOBY. Alors, c'est absolument fascinant le fait que ce soit une nature exceptionnelle qui n'existe pas dans ce qu'on appelle la nature. C'est là où on voit bien qu'il n'y a pas de distinction, comme disait Donna Haraway ou plein d'autres.
Mais voilà, entre la nature et la culture, enfin, il n'y a que des questions d'hybridation, etc. Et c'est voilà, toute la question de la technique aujourd'hui, la technologie, c'est que tout est déjà intégré en fait dans les procédés biologiques. Et donc, on n'a pas besoin de faire la distinction entre les deux. C'est une matière totalement artificielle, le SCOBY. Ça n'existe que dans des environnements artificiels. Donc, c'est pour ça que mon atelier, je l'ai transformé parce que j'en avais besoin en carrelage et ça ressemble à un truc esthétisé aussi, mode atelier artiste, mais aussi ce dont j'ai besoin, donc de pouvoir nettoyer tout le temps. Donc, il y a du carrelage, etc. C'est blanc. Euh, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, ah oui, parce que j'avais une autre histoire sur l'origine du SCOBY qui était que, il y avait dans une Chine ancestrale, il y aurait une dame qui aurait oublié sa tasse de thé, une vieille dame, évidemment, dans le, dans l'imaginaire, qui a oublié sa tasse de thé avec du sucre dedans. Et que du coup, ça aurait formé, et qu'elle l'a goûté, et que ça, elle aurait senti que c'était bon, et que ça a formé. C'est comme ça qu'est né. Voilà. Il y a des mythes, en fait, autour qui circulent. Comme tu l'avais pas dit, celui-là, je voulais partager. Donc après, il y a le verre qui commence à s'introduire dans ma pratique comme quelque chose d'assez logique pour montrer et sculpter en fait la partie du liquide. Alors, pas encore complètement dans le contenant. On va voir après que je commence à faire des contenants en verre pour pouvoir voir justement penser en termes sculpturales, donc pas en termes de surface, et que par exemple tout ce que vous voyez, tout ce que vous ne voyez pas en dessous, c'est du liquide. Voilà ce que vous voyez ici. Et donc pouvoir le former. Donc le verre est arrivé. Donc là c'est une pièce qui s'appelle l'incontinente parce qu'en fait ça fonctionne pas vraiment bien. C'est censé faire circuler le liquide pour montrer aussi à quel moment il a besoin d'être réassoré. Et il y a des cornes qui sortent comme ça, qui sont censées accueillir. C'est une pièce qui a été pensée pour le dehors, pour un autre environnement, qui va peut-être arriver dans un endroit dehors, là, c'est en discussion. Donc ça changera absolument tout, parce qu'il y aura toute la question du système ouvert ou système fermé. Ce qui est extrêmement important. À un moment, Vivien a évoqué 2 secondes cette question. Mais en fait, finalement, on se rend compte que c'est quoi ce dont ont besoin les organismes vivants, les individus, en fait, pour survivre, ils ont besoin de gérer et de maîtriser cette ouverture et cette fermeture. Donc, ça va être la principale question aussi de quand on va inviter de la technologie, on va voir la technique, de quoi on a besoin vraiment, pas juste des effets, en fait. Et donc, voilà, moi, je démarre avec ces 2 grosses cornes un peu absurdes qui sont censées récupérer la pluie pour pouvoir réassorer à l'intérieur pour pouvoir créer un système auto-alimenté. Euh, et donc, ça s'appelle l'incontinente parce que vous voyez qu'il y a. Enfin, on voit pas très bien en fait. Bon, on voit quand même. Alors, je suis très à cheval, c'est normal sur les images, mais parce que sur les projecteurs, c'est toujours un peu compliqué. Mais en fait, il y a des flaques qui tombent en dessous. Donc, c'est un contenant qui contient pas. Voilà, c'est un contenant qui laisse un petit peu, qui est incontinent en fait. Donc, ça s'appelle incontinente. Voilà. Et là, vous avez une sculpture hybride transitoire à droite qui, là, commence à sculpter vraiment avec le liquide. Donc, c'est des premiers jets, hein. Parce que aussi, évidemment, le verre, j'ai aussi choisi une technique extrêmement simple qui demande beaucoup. Enfin, c'est terriblement difficile, le verre aussi. C'est dans l'extrême opposé. C'est extrêmement intéressant aussi. Ça marche avec c'est soufflé à la canne. Donc, c'est la force centrifuge qui permet au verre de créer des contenants. C'est le feu, c'est 1200 degrés. Ça pèse, c'est hyper lourd, c'est hyper fragile. Enfin bon, on est tombé dans tout ce que moi, j'avais pas comme problème. J'en ai déjà beaucoup, bah, je les récupère dans le verre et je fais de la dynamite. Donc, enfin, ça va très lentement aussi, c'est ça que je veux dire. Il faut que j'accède à enfin, un natch, un lieu où on fait le verre. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à faire des œuvres canapé, ce que j'appelle des œuvres canapé, c'est-à-dire des œuvres qui n'ont aucun autre intérêt que d'être de rassembler des esthétiques. Mais ça, j'en fais pas beaucoup. C'est le miroir que vous voyez là, mais c'était pour jouer un peu comme un portrait, créer un portrait avec un cadre de chacune des œuvres quand elles poussent, parce qu'il y a l'idée de la photo, bien sûr, la photo. J'ai oublié de vous le dire, mais il y a un moment où j'ai commencé à intégrer la photo très récemment en œuvre aussi pour pouvoir diffuser l'esthétique de ce qui pousse. Voilà, ça c'est les premières installations avec les bustes il y a longtemps à Marseille. Euh,
où il y avait cette musique. Vous avez peut-être dû entendre depuis tout à l'heure. J'essaye de vous plonger dans mon univers. J'ai fait un assemblage de quelques extraits de sons à travers lesquels je communique aussi dans la performance. On va voir. Et là, c'est exactement cette musique, donc synchronicité pas du tout orchestrée, mais qui est liée au micro-organisme à l'intérieur. Et c'est la première fois que j'essaye de discuter avec la matière vivante, enfin l'exposée vivante, avec les bustes moins vivants. Donc les micro-performances sont des performances qui sont écrites. Les rituels sont pas scénarisés. Enfin, il y a un mini scénario du rituel, c'est-à-dire qu'on sait tous pourquoi on est là. Il y a les performeurs qui manipulent la matière, comme Clara, et quelqu'un d'autre qui connaît bien la matière. Il faut savoir que moi, ma relation au performeur, c'est assez important parlant de relationnel. Elle est ancrée dans enfin, je peux pas, parce que dans le milieu de l'art contemporain, il y a la performance partout parce que ça fait le show, c'est le happening, l'ouverture. Et on prend des performeurs comme ça à droite à gauche pour faire quelque chose qu'on a déjà préécrit. Moi, il y a une dimension du risque extrêmement importante dans mes performances parce qu'on ne sait jamais comment la matière elle va se matérialiser, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va pouvoir faire, ce qu'elle va pouvoir pas faire. Donc moi, je projette par rapport à la physiologie de la matière des choses. Euh, et j'ai un lien avec les performeurs et les performeuses qui travaillent avec moi qui est très, très ancré dans une relation avec la matière. C'est-à-dire qu'elles connaissent la matière, ils, elles ou elles, connaissent la matière, ont envie de grandir au contact de la matière par l'expérimentation. Donc c'est toujours quand même, voilà, c'est une épreuve du corps. Donc c'est pour ça que ça s'ancre aussi dans une histoire de la performance de l'art. Je ne sais pas si je parle chinois parce que je parle très art. Non, ça va. Ok. Parce que la performance artistique, c'est un type de performance où le corps doit être à l'épreuve. Et tout ce que vous verrez appeler performance, qui est un show très joli avec des gens qui bougent, des gens, mais c'est esthétique, et qui a aucun risque pris, c'est pas de la performance dans la tradition de la performance artistique. Donc, je suis pas en train de faire d'être dans des dogmes, mais mais il y a quand même cette idée de risque et de relation, en tout cas moi, à la matière des performances. Comment qu'on s'organise. Parce que non, c'est 16h ou c'est 17h la fin? Ah, ça. Euh, donc voilà, donc là vous avez Jodie qui est artiste plasticienne circassienne et, et qui est voilà, qui a un lien avec la matière, qui s'est invitée dans mon travail il y a 4 ans. Et depuis, je travaille qu'avec elle pour ce qui est du corps. La chanteuse que vous avez entendue, je travaille qu'avec elle pour ce qui est de la matérialisation des voix. On travaille ensemble, on travaille sur des textures de voix, Ima Sumac, des chants anciens, sacrés, etc. Là, dans la performance, je travaille avec l'épreuve du corps et la co-corporéalité entre Jodie et la matière. Et ce que vous voyez à droite, c'est que tous les finales de mes performances ont, c'est un langage aussi que j'ai développé au fur et à mesure. Cette idée de faire des fresques, enfin cette idée, en tout cas cette manière de faire des fresques euh, pour représenter des choses de façon entre figurative et abstrait toujours sur un mur. Et ça, c'est Jodie qui le fait. Comme elle est plasticienne aussi, du coup, elle le fait très bien. Alors, j'avais demandé si... je- alors, celle-là, c'était la première performance que j'ai faite. Je vais vous montrer un extrait si vous voulez. C'est 2 minutes où je... C'est la performance. Ok. Il y a du nu, il y a du corps. Je pense que c'est l'endroit où on a besoin d'être un moment avec cette matière. C'est très mal filmé et très mal enregistré.
Vous voyez ça comme une pièce de recherche, donc c'était la première fois que je travaillais avec Josie. Par exemple, le costume, enfin le fait qu'elle soit à moitié, je pense que j'avais pas encore vraiment trouvé la manière de faire les choses. Ça s'ouvre sur un concert. Il y a un côté un peu lynchien. Je sais pas si vous aimez bien Lynch. Et toujours à la fin de la musique, il y a toujours la musique quelque part. Euh, et c'est une micro-performance qui s'appelle Body Abstract qui reprend, on va avoir après, qui reprend le titre de ma série Décor, et le titre de Hélène Chadwick, qui est une artiste que je vous présenterai après, qui a été une grande inspiration pour moi, qui a appelé une série qui s'appelait Meat Abstract, et qui parlait du fait qu'on est des chairs conscientes, on est de la chair consciente en fait, et déjà ça c'était dans les années 80. Mais cette micro-performance, euh, elle est sur la fusion et la séparation. Bon, c'est pour ça qu'elle commence en fusion dans le bain et petit à petit elle se délaisse. C'est sur le rapport donc à son corps, à l'environnement, évidemment l'esthétique de l'abject, hein, parce que là on est vraiment dans la peau qui se porte. Enfin, j'en ai peut-être pas trop vu ça à cette échelle. Surtout en 2022, c'est il n'y a pas si longtemps, mais finalement il y a eu de plus en plus aussi de jeunes artistes qui ont commencé à travailler avec récemment. Et on est dans l'épreuve parce qu'elle est vraiment, voilà, c'est très lourd ce qu'elle porte sur elle. Et on est aussi dans ouais, un rapport de, c'est quoi la projection? Où est-ce qu'on projette à l'extérieur l'art? Est-ce qu'on le porte sur soi? Parce que, je sais pas, j'avais ces questionnements dans certaines sociétés autochtones. Il y a, je sais pas si on peut dire autochtone, mais bref. Il y a l'idée qu'on porte l'art sur soi, on fait partie intrinsèque de ce sublime, en fait, qui nous dépasse les couleurs, les pigments, etc. Et puis d'un coup, il y a eu cette projection, externalisation en fait de la mémoire. Et donc ça pose des questions aussi sur l'origine de l'art en rapport avec l'origine de la technique, comme une technique de mémoire d'externaliser la mémoire. Donc c'est cette idée de séparation euh, qui m'a beaucoup intéressée et qui m'a beaucoup intéressée sur plusieurs plans, parce qu'on voit que la culpabilité dans les conflits, ce genre de choses, elle naît aussi d'une séparation. Donc il y a quand même un espèce de... on a gardé en nous une mémoire de la séparation qui nous fait souffrir aussi parfois dans notre individualité. Voilà, ça c'est une autre performance plus récente qui s'appelle Esthétique d'une résistance mouillée, qui est encore une performance un peu politique, celle-là. L'autre était plus poétique. Enfin, elle est aussi poétique, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a vraiment cette idée de la résistance avec de l'esthétique informe. Comment on fait pour voilà, essayer de montrer un peu les crocs. Euh, et je vais vous mettre l'extrait. Et l'idée de la fluidité, hein, qui est très présente aussi. Je ne sais plus pourquoi quelqu'un disait quelque chose qui...
J'ai un sang qui court dans mes veines. Et toi, devenu seul et dur légit, tu es perdu. Mm. Bon. Encore une œuvre sur le fascisme. C'est à la même époque que les bustes. C'est absurde, hein. Enfin, c'est censé tirer vers l'absurde, les déguisements, le trop-plein, le maximalisme, l'esthétisation aussi de la foule, etc. Et ah oui, et l'idée de cette qui m'intéressait moi, c'était de rendre. Alors, l'idée qui m'intéressait moi, à la fin, je ne sais pas si vous voyez ce qu'elle a écrit. Elle a écrit propagande. Voilà, j'étais jusqu'au bout de mon délire. Je trouvais ça très drôle, donc je l'ai tenté. Euh, et, euh, et je voulais que ce soit un drapeau, ça. Voilà. Donc c'est là où le risque, il existe aussi. C'est que... Et faire un drapeau d'un gros morceau de chair de 50 kilos, je trouve ça très cool. Enfin, je trouvais ça intéressant. Mais comme idée, mais voilà, c'est pas devenu parce que la matière, elle a pas réagi comme il fallait. Donc, tout ça pour rien, j'ai envie de dire, parce que je vais pas faire ça dès demain. Non, je plaisante, mais bon, il y a cette idée que j'essaye de penser. Enfin, ça fonctionnait quand même, hein, ça faisait un peu drapeau, mais c'est pas allé jusqu'au bout du concept. Voilà. Je vous ai présenté les quatre pans de ma pratique. Je vais vous ouvrir sur quelques endroits de recherche plastique. Et après avoir fait ça, et je vais vous lire quelques petits textes. En fait, j'aime bien m'exprimer par l'écriture parfois. Donc, je garde des textes qui, pour moi, racontent aussi un petit peu ce que j'essaye de dire, même si je vous ai déjà beaucoup parlé. Donc, je vais peut-être prendre juste quelques extraits. Euh, donc, plastique plasmatique, à la poursuite des traces du psychisme sur la matière. Ma pratique découle de plusieurs années d'exploration au contact de la matière, des années à me former en la déformant, à me déformer en la formant, à chercher cette architecture commune autour de laquelle cause s'exprimer, à communier par les textures, à prendre tour à tour part à la symbiose et à la confrontation, au conflit qui me régit dans mes projections du soi et de l'autre, à interroger ces projections, à introspecter, à renégocier les micro-territoires entre ces autres et ces soi, à reparamétrer, à accepter ma force résonante comme simple caisse de résonance du monde extérieur qui m'entoure, à transcrire. Vous avez ma démarche en ligne. Démarche, c'est un truc qu'on demande aux artistes. Ah, bah, il y a une slide qui a disparu. Ah, elle a peut-être pas disparu. Hum, C'est pas très grave. En fait, c'était pour vous montrer. Est-ce que c'est la deuxième? C'était pour vous montrer un peu les thématiques, enfin des planches de recherche qu'on a fait d'ailleurs avec Lara.
sur les thématiques qui animent un petit peu les voix. Donc là, on a l'idée de la biomédialité et de la sensibilité, de la sentience en anglais, sentience. Donc c'est tout l'univers du sensible, en fait, du réactif, de ce qui réagit, du vivant. Voilà. Et bon, cette esthétique de laboratoire. Et donc, c'est vraiment les questions qui m'animent aussi, les thématiques de l'expérimentation dont je vous racontais tout à l'heure, comment on expérimente avec le sensible, quoi. Euh, donc là, vous avez tout un tas de choses que, voilà, il y a des croquis aussi, euh, il y a des expériences de sculpture, il y a des bains vides avec rien dedans. Il y a des endroits où mes pièces, elles sont chez des biologistes pour voir ce qui a poussé dessus. Voilà. Ensuite, je vais retourner sur ma presse d'avant. Euh, voilà. Ensuite, on a cette planche-là qui parle de mutation et d'altérité, où il y a vraiment des visages qui viennent s'inviter. Donc ça, c'est le premier visage que j'ai essayé de faire, composé avec du sable. J'ai mis du sable sur la cellulose et puis ça a repoussé par-dessus. Donc enfin, je trouvais ça assez fascinant. Enfin, pas fascinant, mais c'est la cellulose qui est très, voilà, très, ce qu'on me dit depuis ce matin, très inspirante. Configurer l'audio professionnel, c'est-à-dire. Voilà, et là, vous avez les croquis que je dessine tout le temps pour mes projets, qui sont toujours un peu la même esthétique aussi. Ça a été aussi une manière pour moi de vendre un peu, parce que c'est pas voilà, avec une œuvre tous les 3 mois on peut vraiment travailler en tant qu'artiste. Voilà, et les portraits à toutes les mutations, la multitude, voilà, c'est cette idée voilà, de multitude dans l'individualité. Donc, j'envisage mes œuvres non pas uniquement en tant qu'objet indépendant fini, mais chaque pièce comme une multitude d'œuvres, puisqu'en constante mutation. Ensemble, elles traduisent mon expérience directe de cette nature micro-organique, un imaginaire d'habitude non accessible à l'œil nu, ici sans médiation technologique ou scientifique. Et il me semble avoir trouvé une piste de réponse aux questions que je me posais sur le lien entre psychisme et matière, dans l'idée de communion, quand plusieurs corps coexistent et se reconnaissent dans un même dans un même espace-temps. En développant ces nouvelles matérialités, en les confrontant moi-même et à un public, je cherche à recréer cette communion entre les corps à différentes échelles et dans l'immanente multitude de chaque individu. Travailler avec le vivant modifie notre notion de l'altérité. Nous nous comprenons comme multiples, partie intégrante d'une toile immense de tissus vivants aux formes changeantes et aux séparations perméables. C'est une altérité interespèce que nous devons désormais penser. C'est tiré de plusieurs textes voilà, qui, moi, m'accompagnent un petit peu pour parler de mes idées. Il y a, voilà, c'est juste des petits extraits. Là, on est sur une planche qui s'appelle Mythopathologie. Donc, le mythe, pathos, les émotions, et logie, logos, j'imagine, enfin, la pensée. Donc, comment est-ce que les émotions, elles viennent entraver voilà, les histoires narratives aussi. Et le mythe, et aussi le logos, enfin, la narration racontée en termes chronologiques et avec une logique voilà, très linéaire. Donc, dans mon travail, il y a beaucoup de pathos. Il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a de la chair qui tombe, il y a du clou. Voilà, c'est du maximalisme. Euh, c'est pas, c'est pas trop ce qu'on voit dans les esthétiques voilà, de biotech, parfois, enfin de bioart. Donc ça partage des expérimentations. Là, c'était une immense fresque avec des dessins. Et j'ai commencé à essayer de faire tout ça. C'est un ciel de chair. Euh, C'était voilà, une fresque sur la guerre encore. C'est un sujet qui m'anime beaucoup, comme vous pourrez le constater parce que je raconte plus que parce que je montre, parce que je montre peu de choses. Là-dessus, c'est encore difficile pour moi de montrer toujours ce qui m'anime le plus au cœur. C'est un peu parfois.
Donc voilà, et ça, c'est une planche qui rassemble des travaux un peu plus anciens, pas tous très anciens. Ça, par exemple, c'est nouveau là. C'était le début, les croquis des prémices de ce que vous avez vu quand on a commencé à sculpter avec Lara, avec la couture organique. Mais voilà, il y a une peinture, ça, c'est une peinture que j'avais faite en 2018 ou quelque chose comme ça, qui était déjà dans une hybridité des corps, quelque chose de très organique, des sens un peu déplacés en fait. Euh, et voilà, et là, c'est sur le corps et le rapport entre le corps et l'environnement. Voilà, je vous propose de prendre une petite pause, peut-être si on a le temps que je vous expose. Comment tu veux faire? Ok. Euh, je vais vous laisser avec ça. Une dernière petite vidéo. Et ensuite, je vous propose de prendre une pause de 5 minutes, 10 minutes. Euh, et après, je vais vous exposer beaucoup plus rapidement que ça, mais un petit peu mes axes de recherche. Et en fait, on va essayer de démêler un peu les champs relationnels du grown art. Donc, ça va vraiment répondre, enfin, aussi dans la même continuité des relations dont on a déjà parlé. Euh, Voilà, et je lui ai dit, bah oui, faire un timelapse, ok, super, du plan anti-grow et tout. Enfin, ça m'intéressait pas trop parce que moi, je veux raconter tous ces liens, je veux les process. J'ai pas juste besoin de la technologie pour raconter littéralement ce que j'essaie de montrer. Je veux comprendre comment intégrer la philosophie de la pousse, de la croissance, mais de la croissance et de la maintenance aussi et de la relation. Donc, le timelapse, est-ce qu'il est utile ou est-ce qu'il est pas utile? Ça, c'est la question qui va un peu clore parce que j'ai besoin de vos réponses. On peut clore cette présentation. J'ai un peu envie de vous les montrer comme ça parce que c'est beaucoup mieux les images. Vous pouvez regarder en haut et en bas. Voilà. Vous préférez prendre. Enfin, oui, bon, vas-y. Je préférais après.
garder. Enfin, moi, c'était plutôt une immersion dans mon univers. Voilà, c'est un autre. Je rentre par un autre biais que des informations techniques, donc j'ai essayé de vous faire rentrer par voilà, par l'émotion de plein d'endroits différents. Mais